Bonjour, Hogwarts, aujourd'hui crypto, mathématiques et crypto, sciences physiques et également crypto, astrophysique. Ce sujet est sérieux. Alors, déjà, on va partir d'une idée. Je vais faire ça oralement. Je vais pas faire les dessins, je vais pas faire les trucs comme ça. Un trou noir, on va dire sa masse est proportionnelle à son rayon. Un truc comme ça. Partons d'un trou noir, sa masse est proportionnelle à son rayon. Proportionnel avec un constant coefficient, on va dire, de proportionnel lambda. Donc, un trou noir, c'est une sphère, on est d'accord. Et c'est une suite de sphères concentriques. Un trou noir, c'est une suite de sphères concentriques où chaque sphère successive, par exemple, a l'épaisseur de un quantum en termes d'épaisseur. Le quantum, on peut prendre la taille de Planck, par exemple. Donc, les sphères 1, puis sphère 2, une petite sphère, puis une autre sphère, puis une autre sphère. Chaque sphère successive qui forme le trou noir, d'épaisseur, c'est d'épaisseur 1 quantum de distance. Chaque sphère se cumule, se rajoute comme une couche d'eau. Il faut imaginer un oignon. Un oignon, c'est une suite de deux sphères, on est d'accord, un oignon, qu'on le voit à l'intérieur. À chaque fois, on a une couche en plus, puis une couche en plus. On va imaginer le trou noir comme une suite de multitude de couches d'oignons. Et donc, sa masse est proportionnelle, qu'est-ce qu'on a dit? Sa masse est proportionnelle à son rayon. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'à chaque sphère, on aura, chaque succession de sphères, on aura juste un quantum de matière et rien de plus. Donc, à chaque fois qu'on aura une nouvelle sphère, on aura juste un quantum de matière en plus. Je veux dire, ça sera proportionnel à son rayon. 4 tiers de pierre au cube, c'est proportionnel au rayon. 4 tiers de pierre au cube, c'est proportionnel à R au cube. R au cube. R au cube. au cube du rayon. Le volume d'une boule est proportionnel au cube du rayon. Bon, je vais pas vous faire les calculs, c'est pas très brillant, là. J'ai dit qu'on faisait pas de calculs. Là, j'essaie de vous embrouiller. Bon, on va partir là-dessus. Dans chaque sphère, on aura un quantum de matière. Je ne ferai pas les calculs, vous n'aurez qu'à les faire. Alors, imaginons, ça pour l'instant, on est parti sur le trou noir. Bon, on va dire que vu que le trou noir a une masse finie, il existera un nombre minimal à partir duquel la prochaine sphère n'aura pas de quantum de matière. Donc déjà, on part sur le principe, déjà, on peut inventer mathématiquement le fait qu'il existe au moins une sphère qui n'aura pas de quantum de matière. Une sphère totalement vide, sans quantum de matière, ça existe, vu que sinon le trou noir aurait une masse infinie. Le trou noir n'a pas une masse finie, il a une masse finie. Donc il sera au moins une. Et là, on peut dire ça en tout point de l'espace. En tout point de l'espace, il existera, pour chaque point, il existera au moins une sphère qui a pour ce point, ce point pour centre, il y a au moins une sphère, pas une boule. Faut distinguer les sphères et les boules. J'ai oublié de préciser ça au départ. En mathématiques, ce qu'on appelle une sphère, c'est juste la surface. Et la boule, c'est l'ensemble de toutes les sphères qui conçoivent. Bon. Donc, sur chaque point de l'espace, il y aura au moins une sphère autour de ce point de vide. Une sphère. Il existera au moins une sphère autour de ce point qui n'aura pas de quantum de matière. Parce que sinon, s'il n'existait pas, alors ça veut dire qu'il y aurait une infinité de masse autour de ce point. Et ce sera un trou noir de masse infinie. Et il n'existe pas de point qui soit un trou noir de masse infinie autour de nous, à part tout l'univers, mais même pas. Donc, on va partir sur ce point-là, sur cette stratégie-là. On peut alors définir même une topologie. Si on se rappelle la topologie des voisinages en mathématiques, on peut dire que un voisinage, c'est le voisinage d'un point. Un voisinage d'un point en mathématiques, c'est juste un ensemble tel que il existe un ouvert qui contient ce point et qui est inclus dans ce voisinage. On peut pas, ça, c'est la définition, grosso modo, des voisinages en mathématiques. C'est ainsi qu'on dit qu'un ouvert est voisinage de chacun de ces points. On peut dire ça assez facilement. Et donc, alors, imaginons qu'on puisse définir une topologie différente, proche des voisinages, mais à la place de ça, ce sera des sphères de vide autour de chaque point. Bon, pour ça, c'est pas écrit. Donc, c'est juste un aparté pour vous dire un petit peu les idées qu'on peut avoir là-dessus. Alors, ça, c'est pour le trou noir.
Qu'est-ce qu'un univers quantique? Qu'est-ce que la théorie de l'univers quantique que donc j'ai développé sur Internet à une époque, j'en ai parlé. Et c'est donc une théorie à la fois de calcul pyramidal et multiplicatif, mais également de topologie. En gros, on va prendre une sphère, et à chaque sphère, on va lui affecter un point. Un seul point. Donc, on va prendre toute une succession, on va prendre un point, genre un point de l'espace, et on va calculer toutes les sphères qui sont concentriques de ce point. Et à chacune de ces sphères, on va regarder un seul de ces points, et tous les autres, on les oublie. Et ce point, on le prend au hasard. Et si on le prend ce point vraiment parfaitement au hasard, que ce soit pas une suite, on peut avoir une vraie discontinuité. On a par exemple un point qui est ici. Là, ce point ici. Après, autour, j'ai une sphère. On va dire un cercle. Et sur cette sphère, j'ai un point. Et si je prends juste un infinitésimal au-dessus, je veux dire, en termes de rayon, je veux dire, juste un infinitésimal, le point de la sphère sera très loin. Il sera très loin en termes d'argument, je veux dire. L'argument, il prend n'importe où. Et en gros, il n'y aura pas de continuité des points. L'univers quantique parfait, c'est comme ça. Il n'y a pas de continuité dans un sens. Si on prend, il n'existe pas deux points successifs en termes par exemple, si on prend le rayon et l'argument, on peut faire ça avec un cercle, c'est plus simple qu'avec une sphère pour mathématiquement. On prend les complexes avec juste le module et l'argument. Les modules, on les rapproche le plus possible. Les arguments, ils seront très éloignés. Dans le sens où ça sera très aléatoire et ça sera pas continu. Ça, c'est l'idée. Donc, une topologie dissociée entre les arguments et les modules. C'est ainsi qu'on fait un univers quantique, juste avec un cercle et un module. Et ainsi, ça peut expliquer alors, à la fois, le problème de la mécanique quantique, le paradoxe de la mesure, et toute la non-commutativité apparente de la mécanique quantique. Avec ce processus, et ça viendrait d'où alors? Donc, j'ai dit qu'on pouvait le faire avec un cercle et un module pour les nombres complexes, mais on peut également le faire avec une sphère, pareil. La même théorie exactement avec une sphère. Mais avec des sphères égales, des sphères de dimension quelconque. C'est le vrai univers quantique qui est en dimension quelconque, avec des sphères de dimension quelconque, et qu'on identifie d'ailleurs à des hyperplans par une méthode que j'ai inventée, qu'on appelle le théorème de Batman 2, et que j'ai pas totalement écrit, et que j'ai pas fait, je continuerai plus tard, lorsque j'aurai des crédits, et les crédits, je me les affecte moi-même, parce que je bosse pour m'affecter moi-même des crédits à moi-même, voilà. Et parce que je les attends pas de vous, parce que de toute façon, j'attends rien de vous, il y a rien à attendre de vous. Alors, on continue. Je veux dire de votre société, pas de vous personnellement. J'ai rien contre vous. Il n'y a rien à attendre de votre société. Donc, j'en fais de mes crédits à moi-même pour faire ça plus tard. Et le jour où j'aurai le temps, que je serai en forme, je le ferai. Parce que moi, je suis pas en forme parce qu'il y a des abrutis de votre société de dégénérés nazis qui essaient de m'assassiner tous les jours. Donc, on va continuer. On va continuer. Ça, c'était une petite digression, bon, sur l'univers quantique en dimension 1, bon. Retournons simplement en dimension 2. Qu'est-ce que ça signifie? Imaginons un électron. Un électron, je sais qu'il est là. Il avance là comme une mouche, là. Comme la mouche de Michel Leb. Je suis désolé, on ne peut pas citer Michel Leb. Parce qu'il est raciste, c'est pour ça que je le fais, justement, ça me fait rigoler. Alors, on a un électron, paf, il touche la plaque. Il touche la plaque. Il touche la plaque. Il touche la plaque, l'électron. Ah, je dis pas qu'il est raciste, Michel Leb, hein. Moi, je repense à rien. Je dis, c'est à cause de ça qu'on peut plus en parler de 2 jours, parce que, après, savoir s'il est raciste ou pas, moi, je le connais pas. C'est une personne, j'en sais rien du tout. Ça, c'est sa mouche. Hop. Je le fais pas aussi bien que lui, d'ailleurs. La mouche, elle frappe la plaque. Pas la mouche. L'électron frappe la plaque. Et alors, ce que disait Schrödinger, je crois, ou Heisenberg, il dit, on ne peut pas dire où se situer l'électron avant qu'il touche la plaque. C'est ce qu'il dit. En gros, il dit ça, Schrödinger, Heisenberg. Bon, tout de suite, je le savais, il était un petit peu avant. Ah, mais c'est ça le problème de le paradoxe de la mesure, c'est que, en fait, tu peux pas le savoir et tu sais pas trop pourquoi. Et là, donc, le paradoxe de la mesure, moi, j'explique ça ainsi. Vous avez 2 temps. Vous avez un temps pour le module et un temps pour l'argument. 2 temps. Le module porte un temps et l'argument porte un autre temps. Or, on a déjà dit, le module et l'argument, ils n'ont pas une topologie pareille. Ils ont 2 topologies différentes. Dans le sens, si tu avances avec l'argument, le module il va dans tous les sens. Et pareil pour le module. Si tu vas dans le module, l'argument va dans tous les sens. Ça explique de plus le principe d'incertitude de Heisenberg,
tel qu'il apparaît dans les équations. D'ailleurs, c'est pas forcément certain qu'à la fin, on aura un principe d'incertitude. Ça, c'est notre problème. Mais ça l'explique. Il y a une incertitude dans l'argument, et de l'autre côté, tu as l'incertitude dans le module, et elles sont pas pareilles. Elles sont dissociées. On est d'accord là-dessus, vous arrivez à suivre, j'espère. Donc, une sorte de... En gros, si tu connais parfaitement l'argument, si tu connais parfaitement l'argument, par exemple, l'argument, c'est ici. Si tu connais parfaitement le module, il pourra aller dans tous les sens, mais jusqu'à l'infini. T'as compris? Et pareil, inversement. Alors, ça c'est pour module argument. Donc, chacun est porteur d'un temps. Le module est porteur d'un temps et l'argument est porteur d'un temps. Qu'est-ce que ça change? Maintenant, on va placer notre truc et notre théorie, tout de suite. L'électron, on va considérer qu'il a un temps qui est relatif. Einstein. Relativité restreinte. Relativité restreinte. Son temps est relatif. Il a son temps propre et c'est pas ton temps, parce qu'il n'y a pas de temps absolu. Il est très accéléré, cet électron. Il va très vite. Mais dans quel temps est-il? Toi, tu l'espères le mesurer dans ton temps à toi. Dans ton temps à toi. Dans ton temps à toi. Tu veux mesurer cet électron dans ton temps à toi. Mais lui, son temps, tu ne le connais pas. Mais quand tu le mesures, qu'il frappe ta plaque, c'est à ton temps à toi, je veux dire. À toi, parce que tu vas considérer que la plaque est à peu près synchronisée à toi-même, et à ta montre, et à ton système d'horloge. Tu vas considérer que tout ce système est à peu près synchronisé avec toi. Donc tu vas mesurer l'électron qui frappe la plaque, et lorsqu'il touche la plaque, tu vas considérer qu'il touche la plaque à ce moment T0, qui est ton temps à toi. Et donc, à ce moment-là, T0, ton électron est là. On est d'accord. Je boivais du café. Et donc, et l'instant là-bas, il est où? Il est ailleurs. Il est quelque part avant. Encore, ça pose un souci, dire, le temps relatif, tout ça. C'est toi qui l'as lancé, l'électron. Tu sais quand tu l'as lancé, tu sais quand il doit arriver, tu sais pas où il passe. Théoriquement, je veux dire. Théoriquement, tu sais comment il lance l'électron, où il arrive, par où. On se demande quel est le problème du temps relatif, là. Quel est le problème du temps relatif? Ça, j'avais déjà dit, j'ai un petit trou de mémoire. Merde.